Bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv. Vous êtes bien calés sur le 101 FM et vous êtes dans votre magazine Israël le Mag. Israël le Mag avec Ruben à la technique, Ruben dans son aquarium. Bonjour Ruben. Bonjour à tous. Voilà, et puis nous allons accueillir bien sûr notre ami Chaim Musican. Chaim Musican, bonjour. Alors Chaim, rapidement, le programme de ce matin. Le programme ce matin, alors que nous sommes dans une situation dramatique, puisqu'actuellement il y a une alerte dans le nord d'Israël et qu'il y a eu 303 blessés en moins de 24 heures, eh bien, nous recevrons Jonathan Keller, qui est un ancien officier des renseignements militaires, puis nous aurons Igal Palmor, qui est le directeur des relations internationales de l'agence juive, et enfin Ilan Klein, qui est le directeur adjoint du département international des relations du Magen David Adom. Alors, de suite, nous allons recevoir notre premier invité, Jonathan Keller, comme vous avez dit tout à l'heure, ancien officier du renseignement militaire israélien. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Alors, avec vous, on va essayer de revenir sur la situation de guerre, en tout cas, de la guerre avec l'Iran. La première question qu'on voudrait savoir, c'est quel est le point de la situation militaire aujourd'hui, tant sur le plan du sud du Liban, et avec le Hezbollah, et avec l'Iran. Une situation un peu militaire, voir un peu ce qui s'est fait, ce qui va se faire et qui pourrait se faire. Alors, c'est une question un peu large sur l'Iran. Oui. Après, on rentrera dans les détails, promis. Et sur l'Iran, à la fois de ça, les Américains... Attendez 2 secondes, j'ai un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je m'entends un peu avec un écho. Nous avons un très bon son, je crois. La technique ne me dit rien, donc tout va bien. On va faire ça comme ça. Donc, pour l'Iran, les frappes continuent, à la fois israéliennes et américaines. Elles se concentrent sur plusieurs volets, le programme balistique, y compris les centres de production des capacités balistiques de l'Iran, mais aussi le nucléaire, des cibles liées à l'apparatus de répression du régime iranien, les Basij et ainsi de suite, et surtout, et c'est l'essentiel des frappes américaines, la question maritime et la question de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Je suis sûr qu'on va revenir sur la question. Sur le sujet du Hezbollah, Tsahal avance très lentement. Je crois que c'est l'opération militaire peut-être la plus lente que j'ai vue du moins ces dernières décennies. L'idée est d'appliquer les leçons tirées de la guerre avec Gaza, cette fameuse deuxième phase que l'on avait connue avec la guerre de Gaza, qui est aujourd'hui appliquée au Liban, c'est-à-dire d'y aller lentement et sûrement, non pas avec l'idée d'envahir le Liban, ou non pas avec l'idée de faire des opérations de commando qui sont de courte durée, mais de consolider notre présence au sud du pays. Chaim. Alors, justement, Jonathan, le chef d'état-major, Eyal Zamir, a dit que la guerre allait se poursuivre un an plus tard, peut-être au-delà. Puisque cette guerre se fait en liaison avec les forces américaines, est-ce qu'on a une visibilité jusqu'au moment où les différents objectifs qui avaient été définis au début de la guerre pourraient être atteints? Alors, je ne crois pas, malheureusement. Nous sommes en alerte. Je risque d'avoir un peu de bruit derrière moi, je m'en excuse d'avance. Donc effectivement, je ne crois pas que nous sommes capables aujourd'hui de comprendre quand est-ce que cette guerre va se terminer. Cela va dépendre non seulement de la décision américaine, mais surtout de la décision iranienne. Et donc ce qu'il faut comprendre, il y a 2 parties dans ce jeu-là. Il faut tout faire pour éviter un scénario qui sera un scénario catastrophe pour Israël, c'est-à-dire l'idée de laisser les Américains se retirer éventuellement unilatéralement de ce conflit, éventuellement en obtenant un accord quelconque avec les Iraniens sur la question d'Ormuz ou sur la question des tirs vis-à-vis des partenaires régionaux, en laissant Israël terminer le travail et continuer une guerre bilatérale avec l'Iran et son proxy, le Hezbollah. Bon, je crois que vous allez
Tout va bien, Jonathan? On peut continuer? Oui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Écoutez, la question majeure qui se pose aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a bien sûr la destruction de l'aspect nucléaire, de la capacité nucléaire de l'Iran, la destruction des missiles balistiques, la destruction des usines de production de ces missiles balistiques. Mais un élément majeur, en tout cas dans cette histoire, c'est l'aspect politique. Quel sera le signal, en tout cas majeur, pour les Iraniens, pour déclencher une révolte, voire même une révolution pour déstabiliser? On sait que Donald Trump est en train de réunir beaucoup de soldats américains dans la région. Il envisagerait peut-être une opération terrestre qui serait peut-être ce signal. Et d'après vous, quels seraient les signaux majeurs que peuvent avoir les Iraniens? Parce que ça est un des sujets majeurs, je pense. Oui, je crois qu'on a été un peu vite en vendant des illusions publiques à la fois israéliens et américains, comme quoi on serait capable, à travers une campagne de bombardement aérien, d'obtenir cet objectif ultime qui est la chute du régime iranien. Personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer. Cela peut prendre du temps. Je pense que tout le monde pense que le régime iranien manque de légitimité à l'intérieur de sa propre population et que ce genre de régime totalitaire, ce genre de régime post-idéologique ont tendance à tomber. Mais cela peut prendre un certain temps. Il faut dire que cette guerre heurte les Iraniens, y compris l'opposition iranienne, qui aujourd'hui est un peu entre le marteau et l'enclume, entre effectivement sa haine et sa détestation des tyrans de Téhéran, mais d'un autre côté, le fait qu'elle se fait toucher par les Américains et par les Israéliens, et puis le mainstream iranien, qui n'est pas forcément ni opposition ni pro-régime. Le mainstream iranien, lui, a tendance à se rallier derrière le drapeau lorsque son pays est agressé par des agresseurs étrangers. Alors Jonathan, moi je voudrais revenir sur l'actualité dramatique immédiate. Ça a été hier soir dans la nuit ces frappes à Arad et à Dimona qui ont fait énormément de blessés. Alors le public se pose énormément de questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une alerte? Est-ce que les gens ont eu le temps d'aller se protéger dans les mamades, dans les miklates? Est-ce que l'Iran a utilisé des missiles avancés, perfectionnés? Pourquoi Israël n'a pas réussi à arrêter ces missiles? Alors il y a éventuellement un ratage technique. Cela peut arriver. Je crois par contre que l'Iran, et on ne le dit pas assez dans les médias, pourquoi est-ce que l'Iran cible Arad? Il n'y a aucun site stratégique d'importance à Arad, et comme vous le savez, Arad n'est pas exactement une métropole comme peuvent l'être Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa. La raison pour cibler Arad, à mon avis, c'est parce que ce genre de région manque de système défensif. On ne peut pas défendre nos cieux à tout point de ce pays, de Kiryat Shmona et Eilat. Il faut donc émettre des priorités. Les priorités sont évidemment sur les grands centres urbains et sur les sites stratégiques et les sites militaires. Et donc c'est en ciblant Arad que les Iraniens ont essayé de contourner un peu ce système de défense. Alors, il y a un sujet qu'on voudrait aborder avec vous, c'est justement avant Arad et avant Dimona, les Iraniens ont ciblé la vieille ville de Jérusalem, à quelques mètres du Kotel et à quelques mètres, bien entendu, de la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'était un moment important puisque c'était le jour de l'Aïd pour le monde musulman. Est-ce que c'était un signal pour les Iraniens par rapport aux pays du Golfe? Et puis le Hamas, qu'on n'entendait plus, s'est manifesté hier. C'était le seul d'ailleurs qui s'est manifesté en demandant aux Iraniens de faire attention, de pas cibler cette région. Et l'autorité palestinienne n'a rien dit d'ailleurs. Et on a l'impression que justement, en parlant du Hamas, il faudra peut-être nous revenir tout à l'heure. On parlera de ce qui se passe à Gaza. Alors, je ne suis pas sûr que les débris qui sont tombés effectivement à quelques centaines de mètres du mont du Temple étaient le produit d'une opération voulue par l'Iran. Ils ciblent Jérusalem évidemment comme la capitale d'Israël ou comme centre urbain d'importance. Ils n'ont pas toujours un degré de précision tel pour être capable de viser tel site ou tel autre. Donc je n'y accorderai pas une importance plus grande que cela. C'est vrai que cela fait un peu des vagues dans le monde islamique, à la fois, comme vous l'avez rappelé, parmi les Palestiniens, mais aussi dans le monde islamique dans son ensemble,
cet événement a été rappelé. Par contre, je pense il ne faut pas non plus dramatiser la situation. La presse, c'est mon opinion personnelle, la presse ne rend pas un service au public en étant dans l'émotionnel, dans les sensations fortes. Pour l'instant, jusqu'à présent, il y a eu malheureusement, mais seulement 14 morts côté israélien dans cette guerre. C'est encore moins que la guerre de juin. Les dommages, ils existent, mais ils sont relativement réduits. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser les choses. Il faut refléter de la réalité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, du moins sur le plan bilatéral Israël-Iran. On est proche du knock-out en faveur du côté israélien. Je pense à ce quotidien israélien d'importance, Yediot Ahronot, et la semaine dernière, qui fait dommages importants dans la région nord cette nuit, et le sous-titre étant plusieurs véhicules ont été total loss. Je crois qu'on dramatise un peu la situation. On devrait revenir à des proportions. Alors, je voudrais signaler, puisque nous sommes en direct absolu, que une alerte, les sirènes viennent de retentir dans le centre d'Israël et dans la région du Sharon. Alors, Jonathan, je voudrais revenir avec vous sur ce qui se passe au Liban. C'est-à-dire que dans un premier temps, Israël avait averti le Hezbollah, ne bougez pas, et si vous bougez, on va attaquer. Alors, pourquoi le Hezbollah a bougé et quels sont les objectifs réels d'Israël dans son intervention à la fois aérienne et terrestre? Alors, pourquoi est-ce que le Hezbollah a bougé? Il n'avait plus tellement de choix. On l'a vraiment poussé au bout. Il avait lui-même fixé une condition qui lui paraissait une condition maximale en disant que c'est seulement si on éliminait Khamenei qu'il devrait rentrer dans ce conflit. Or, Khamenei a été éliminé, donc il n'avait plus tellement de choix. Et il y a vraiment une question de raison d'être de la part de cette organisation terroriste. Si elle ne rentre pas en conflit avec Israël lors d'une guerre généralisée au Moyen-Orient, où Israël est capable d'éliminer l'ensemble du leadership iranien, alors pourquoi est-ce que les Iraniens ont financé à coups de milliards de dollars cette organisation pendant plusieurs décennies? Maintenant, ce que ça essaie de faire, contrairement à ce que l'on fait croire malheureusement au public, en lui faisant croire qu'un éventuel démantèlement de Hezbollah le jour où ce conflit se finit, on est encore très loin de cela. Tsahal, pour l'instant, essaie de renforcer ses positions au sud du Liban. Vous vous rappelez de ces 5 avant-postes qui avaient été occupés après le cessez-le-feu précédent. Aujourd'hui, on essaye d'étendre notre emprise sur le terrain, encore une fois au sud de Lituanie. Tout cela pour renégocier en position de force avec le gouvernement du Liban. Et je pense que l'on veut atteindre un accord qui soit un meilleur accord que celui qui avait été conclu, qui soit plus agressif dans l'idée de démanteler de fait le Hezbollah. Alors, il y a une question que tout le monde se pose aujourd'hui, notamment les services secrets israéliens et les services de renseignement israéliens et les services de renseignement américains. On a vu que les Iraniens ont lancé des missiles sur des bases américaines dans l'océan Indien, des bases très très loin, à plus de 4000 kilomètres donc de l'Iran. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, alors que pratiquement tout l'appareil de commandement a été décimé en quelques heures, les premières heures de l'attaque israélienne et américaine, qui dirige véritablement et qui prend les décisions politiques et les décisions surtout militaires, parce qu'on ne voit pas Khomeini, le fils, apparaître, donnant des dirigeant cette armée iranienne, et on se pose la question aujourd'hui, les services secrets et les services de renseignement se posent la question, qui dirige l'Iran aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une déstabilisation telle qu'on fait n'importe quoi et peut-être aller jusqu'au bout? Alors, sur les deux choses que vous avez rappelées, la première, le tir sur cette base de Diego Garcia, sur telle île dans l'océan Indien, à plus de 4000 km de l'Iran. C'est en fait une double prouesse. D'abord, une prouesse iranienne. 4000 km, c'est quelque chose qui a pris de surprise l'ensemble de la communauté d'experts en termes balistiques, dont les pires estimations allaient jusqu'à 2000-2500 km. 4000 km, c'est la distance entre Téhéran et Paris, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est un missile de type Khormashar 5, qui est le fleuron de l'arsenal balistique iranien, qui a été amélioré donc pour atteindre un rayon supérieur.
Et non seulement cela, mais l'Iran l'a tiré un peu en pleine nature, sans toutes les accommodations logistiques d'importance qui auraient pu être là. Et donc c'est vraiment une prouesse iranienne qui a pris tout le monde de surprise. La deuxième prouesse, c'est la prouesse américaine. L'un des deux missiles, il y en a un qui est tombé par défaillance technique. L'autre missile, lui, il a été intercepté par un SM-3. SM-3, pour vous donner une idée, c'était pas un missile antimissile, c'est un système de défense anti-satellite qui est censé intercepter des satellites. Ce missile a été intercepté à 1200 km d'altitude, donc dans l'espace. C'est un peu la distance entre Tel Aviv et Athènes. C'est un missile dont un seul lancement est estimé à 27-28 millions de dollars. C'est vraiment de la science-fiction. Lorsque Ronald Reagan, dans les années 80, parlait de Star Wars, c'est ce genre de capacité qu'il imaginait. À l'époque, c'était complètement fantasque. Aujourd'hui, voilà, c'est la réalité. Donc, nous avons là une double prouesse. Sur la question de qui dirige l'Iran, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Je vais vous surprendre, plus ou moins personne. Pour continuer la guerre, vous n'avez pas vraiment besoin de décisions stratégiques. Il y a une hésitation stratégique qui est celle de l'ampleur des tirs vis-à-vis de la région du Golfe, surtout sur le problème énergétique. Le reste, que ce soit l'unité balistique des gardiens de la Révolution ou les autres unités militaires, sont plus ou moins indépendantes. Elles n'ont pas vraiment besoin de leaders suprêmes ou de gouvernements efficaces pour continuer la guerre et prendre des décisions. Ce problème va se reposer de façon plus accrue le jour où il va falloir signer un accord de cessez-le-feu, parce que là, oui, effectivement, Khamenei avait à la fois ce charisme, mais aussi cette envergure et cette légitimité historique qui lui aurait éventuellement permis de mettre fin à ces hostilités. Aujourd'hui, on ne voit pas tellement qui est capable de prendre ce genre de décision historique d'importance. Et donc, je pense qu'effectivement, le scénario, ou un des scénarios les plus plausibles, c'est qu'à un moment, Trump finisse par se retirer, sans forcément que les tirs s'arrêtent, et sans forcément que les deux tranches d'Ormuz soient complètement ouverts. Alors, vous avez évoqué ce tir extraordinaire à 4000 km de distance sur l'île de Diego Garcia. Et Yalzamir, le chef d'état-major de Tsahal, a dit attention, ce type de fusil, ça peut atteindre des capitales européennes comme Paris. Est-ce que vous avez l'impression que justement en Europe on entend ce genre de message? Alors pas du tout, je suis un peu la presse européenne, surtout française et britannique. Je suis un peu étonné du manque de critiques, un certain nombre de critiques vis-à-vis des dirigeants européens sur des questions de politique intérieure, des questions économiques et même sur des questions de politique étrangère. Je suis un peu étonné du manque de critiques sur l'attitude actuelle européenne, qui fait que les Européens font tout pour se retirer des affaires de ce monde-ci. Ils ont un espèce de réflexe pavlovien d'opposition à toute utilisation de la force, peu importe le contexte, peu importe contre qui cette force est appliquée. Et donc les Européens aujourd'hui font tout, et même lorsqu'ils rentrent en jeu, on a vu hier ou avant-hier, alors que les Britanniques avaient finalement, après 3 semaines de guerre, permis aux Américains de faire usage de leur propre capacité militaire dans cette base de Diego Garcia. Ils le font de façon très réticente, très restrictive, et ils conditionnent l'usage de la force. C'est un peu triste de voir cette grande civilisation qui est l'Europe se replier sur elle-même. Pour une fois, c'est Trump qui a eu une petite phrase qui était relativement juste lorsqu'il a dit de son homologue britannique qu'il n'était pas Churchill. Alors, une dernière question, Jonathan. Le Gaza, on en est où? Alors, Gaza, c'est le problème dont personne ne parle. Bah oui. Bah ici, on en parle. Voilà. Parce que lorsque nous sommes occupés à attaquer l'Iran et à conseiller du Hezbollah, évidemment, Gaza passe en 3e position et loin derrière les 2 autres problèmes. Or, le Hamas a reconstitué une partie de ses forces, du moins, d'après plusieurs rapports sur la question, du moins dans le centre de la bande de Gaza, dans les camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza, où aujourd'hui il est redevenu de fait le souverain. Il y a tous les jours des attaques sur cette ligne jaune, sur ces avant-postes de l'armée israélienne. Et il y a tous les jours des morts, surtout du côté palestinien, mais du moins de temps en temps palestinien, de remettre en question ce pays.
Et sur le plan politique un peu plus large, vous appelez certainement de ce comité pour la paix et de cette force internationale et tout cela paraît un peu bloqué, du moins personne ne sait où cela en est. Euh, le jour d'après les frappes à Téhéran, on va retrouver un nouveau problème dans la bande de Gaza qu'il va falloir régler. Merci Jonathan Keller, merci de votre éclairage en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une belle semaine, une semaine plus calme en tout cas, un sheket en Israël, en tout cas pour les Israéliens, même s'ils ont une certaine résilience, comme on dit souvent sur les plateaux, qu'on entend souvent ce terme-là, ça doit pas être très facile, mais on espère qu'au moins ils passeront des fêtes de Pessah dans des meilleures conditions. Shavua Tov, à bientôt. Merci. Un petit jingle. Voilà, nous revenons au plateau pour accueillir notre prochain invité, Yigal Palmor, directeur des relations internationales de l'agence juive et aussi ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Bonjour, Yigal. Bonjour. Yigal Palmor, avec vous, on va essayer d'aborder l'aspect géopolitique et surtout diplomatique. 23 jours de guerre, est-ce que vous pouvez nous dire où en est la relation entre Israël et les États-Unis? Et est-ce que Israël et les États-Unis ont toujours le même but en commun? Ou bien alors, est-ce qu'il y a des divergences qui se créent en ce moment? Voilà, vous avez mis le doigt sur un des aspects les plus complexes de la situation actuelle. D'abord, je commencerai par la réponse facile. Oui, le niveau de coopération entre Israël et les États-Unis sur le terrain, enfin dans les airs et dans les mers plutôt que sur le terrain, et à son paroxysme, jamais on n'a connu un tel niveau de coopération militaire et politique entre Israël et les États-Unis. Je dois dire que cette collaboration tient toujours malgré les pressions de la situation et des pressions politiques à Washington. Et c'est une coopération, un niveau de coordination entre les deux armées qui va bien au-delà de la coopération entre deux armées amies sur le même terrain. Il s'agit de partage de renseignements et de coordination des coopérations. Mais je veux signaler la partie problématique de cette collaboration, parce que vu d'Israël, c'est évidemment extraordinaire, vu des États-Unis, et nous le constatons tous les jours, vu des États-Unis, ce n'est pas franchement apprécié par tout le monde, parce que cette coopération est perçue par une partie de l'opinion américaine comme une manipulation israélienne, ou en tout cas comme un poids israélien trop grand, pesant trop dans je dirais dans les intérêts américains. Parce que les Américains ont leur propre intérêt. Et pourquoi Israël interviendrait-il? Qui est Israël pour se targuer, se vanter d'une telle coopération avec l'armée la plus grande et la plus forte au monde? Vous voyez où je veux en venir. C'est plutôt mal vu, et cela encourage des théories du complot qui ne sont pas en notre faveur. Voilà, il faut le prendre en compte. C'est un phénomène qu'il faut prendre en compte. Maintenant, les États-Unis ont leur propre but, faire tomber le régime. On en a beaucoup parlé au début, on n'en parle pas trop maintenant. Parvenir à certains arrangements concernant l'uranium enrichi, concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, concernant
je dirais, une certaine ouverture de ce qui reste du régime par rapport aux États-Unis. Ça paraît être le but des Américains, alors qu'Israël voudrait aussi que, nous ne sommes pas évidemment contraires à tous ces objectifs, mais ce qui importe le plus à Israël, c'est évidemment l'industrie des missiles balistiques qui devraient être démantelés, l'uranium enrichi, ce qu'il faut en faire, le faire sortir de l'Iran d'une manière ou d'une autre, et surtout empêcher que l'Iran continue à armer et activer les milices qui sont à ses ordres partout dans la région. Voilà. Donc il y a un peu de différence entre les objectifs annoncés et déclarés. Alors, comme nous sommes en direct, je donne aux auditeurs les dernières informations. Apparemment, après la dernière frappe iranienne, il y aurait des blessés à Tel Aviv, Ramat Gan et Petah Tikva. Alors, Igal, l'un des sujets brûlants depuis le début de cette guerre, c'est bien sûr le détroit d'Ormuz. Alors, on a entendu ce matin l'ultimatum qui a été donné cette nuit par le président Trump, qui donnait 48 heures à Téhéran pour débloquer le détroit, sinon les États-Unis allaient attaquer des lieux énergétiques. De l'autre côté, après avoir hésité, il semblerait que 22 pays ont annoncé, dont la France, qu'ils apporteraient une aide. Qu'est-ce qui se passe là-bas et c'est quoi d'apporter une aide? Alors, ce qui se passe, c'est que les Iraniens ont simplement bloqué le détroit, qui est vital pour l'énergie mondiale, pour le gaz et le pétrole, pour les industries du monde entier. C'est sans passage du détroit d'Ormuz, les industries non seulement d'Occident, mais également de la Chine, de l'Inde, seraient privées du gaz et du pétrole qui leur est absolument essentiel pour faire tourner donc ces industries. Ça ferait aussi l'affaire de la Russie, qui pourrait faire monter les prix de son gaz et de son pétrole. La Russie qui, rappelons-le, ne l'oublions pas, il y a toujours la guerre en Ukraine et la Russie est sous sanctions internationales. Donc il y a des aspects qui vont au-delà du Proche-Orient dans cette histoire d'énergie dont serait privé, je rappelle, non seulement l'Occident, mais d'autres pays également. Il est donc essentiel de débloquer ce détroit. Je ne sais pas quel est le plan de Donald Trump pour le faire, parce que c'est compliqué de contrôler dans les mers le passage de bateaux qui pourraient être empêchés, non pas par de grands navires de guerre, mais par des mines maritimes que l'Iran a menacé de poser, il a d'ailleurs peut-être fait, par des mini-sous-marins, donc des petits... des tout petits navires, si vous voulez, ou des objets flottants et mobiles qui pourraient nuire, qui pourraient faire sauter et empêcher le passage de navires, de pétroliers par exemple. Ce que Donald Trump compte faire, je ne sais pas, et apporter une aide de la part de la France ou de la Grande-Bretagne, eh bien, ça serait collaborer avec les opérations maritimes des Américains, mais comme nous ne connaissons pas la nature de ces opérations prévues, je ne pourrais pas vous dire ce que pourrait faire la France ou la Grande-Bretagne, mais ça serait, dans le meilleur des cas, participer aux opérations maritimes, et ça serait des opérations militaires. Ça ne serait pas seulement camper sur place et apporter de l'aide en matière de renseignement. Je ne crois pas. Ça pourrait être le cas. Je ne sais pas à quel niveau la France et la Grande-Bretagne seraient prêtes
à intervenir dans des opérations militaires, concrètement à intervenir, c'est-à-dire aller au combat contre la marine iranienne. Je ne sais pas si c'est ce que prévoit la France et la Grande-Bretagne, et c'est ça le grand point d'interrogation en ce moment. Alors, justement, en parlant du détroit d'Ormuz, pour l'instant, ça pose un problème avec une crise énergétique qui est relativement, je dis bien, limitée sur le monde économique. Est-ce que le monde économique va supporter cette situation longtemps? Et est-ce que ça va pas pousser Donald Trump, justement, à agir autrement que par des frappes aériennes? Et justement, est-ce qu'il ne va pas essayer d'agir en mettant en place une opération terrestre, justement pour essayer de prendre cette île qui est proche du détroit d'Ormuz et qui pourrait peut-être gérer cet événement? Oui, c'est tout à fait possible. Je crois qu'il a menacé de le faire. Justement, il y a des Marines qui sont dépêchés sur place. Et si les Marines sont dépêchés, c'est pour des opérations terrestres. Quel genre d'opération terrestre? Eh bien, voilà, on a parlé de prendre le contrôle de cette île, l'île de Kharg, qui est en fait un énorme terminal de gaz et de pétrole. Voilà, ça serait une opération d'une autre nature que des bombardements ou des opérations, des frappes aériennes. Il faut savoir que les Iraniens, eux aussi, lisent la presse et ils se préparent certainement à une opération terrestre. Ça pourrait être une opération non seulement d'un autre type, mais qui coûterait un autre prix. Vous voyez ce que je veux dire? Un prix en soldats. En soldats. Ce qui ferait baisser immédiatement la popularité de la guerre et de cette opération aux États-Unis. Les Américains ne sont pas prêts à voir des dépouilles revenir du Golfe dans des cercueils. Et Donald Trump le sait. Comment compte-t-il agir? On le verra bien, mais est-ce que, d'ailleurs, prendre le contrôle de l'île de Kharg résoudrait le problème? Parce que pour fournir le gaz et le pétrole nécessaires à l'économie mondiale, il faut passer, des pétroliers doivent passer par le détroit. Il ne suffit pas de prendre le contrôle de l'île, donc le grand terminal. Il faut faire passer le détroit par ces pétroliers. Et là, si les Iraniens parviennent à contrôler le détroit, ou en tout cas le miner, peut-être pas le contrôler, mais le miner suffisamment pour empêcher un passage sûr, pour déminer le détroit, ça va prendre énormément de temps. Et je ne suis pas sûr que les Américains peuvent se permettre tout ce temps. Alors, Yigal, vous l'avez évoqué à propos du blocus du détroit d'Ormuz. Cette situation peut satisfaire la Russie. Hier ou avant-hier, Poutine a dit qu'il réaffirmait son soutien à Téhéran. Alors, de quelle façon ça se manifeste? Et puis, un autre géant, c'est la Chine. Où la Chine se situe-t-elle dans ce conflit? Alors, pour les Russes, ce conflit, très clairement, fait leur affaire. Parce que d'abord, tous les yeux sont tournés vers le Proche-Orient, vers l'Iran. Et évidemment, l'attention mondiale n'est plus concentrée sur l'Ukraine. Ça permet aux Russes de faire, non seulement de manœuvrer sur le terrain, mais aussi de jouer le jeu du pétrole sous le radar, qu'ils ont le jeu de cache-cache qu'ils ont toujours joué, en faisant passer des livraisons de pétrole et de gaz, en exportant, en important des marchandises sous le radar par des navires qui portent de fausses identités, etc., etc. Ça joue aussi le jeu des Russes parce qu'ils peuvent fournir l'Iran en drones. Ils ne sont pas obligés de fournir des missiles, mais ils fournissent de la technologie
pour missiles, ça leur permet de faire des essais, de perfectionner leur propre technologie. Les drones, eh bien, c'est facile, ça peut être livré de manière facile. Il faut pas de grands avions porteurs, etc., etc. Ça leur permet aussi de perfectionner leur technologie de drone. Ils ont déjà essayé en Ukraine, bien sûr, mais voilà. Après, ils assistent les Iraniens en matière de renseignement. Ils ont des satellites qui planent sur la région. Ça ne surprend personne. Ils aident les Iraniens par des renseignements dont ils disposent. Et tant que la guerre dure et tant que ceux qui en souffrent les conséquences sont des pays pro-américains, pas seulement Israël, mais surtout les pays du Golfe, parce que l'Iran a tiré beaucoup plus de missiles sur les pays du Golfe que sur Israël, ce qui pourrait surprendre, n'est-ce pas? Eh bien, ça fait les affaires des Russes. Maintenant, pour la Chine a quand même conservé une position plutôt neutre. Ça pourrait surprendre parce qu'elle a toujours été du côté de l'Iran. On a même parlé de l'axe Russie, Chine, Iran, mais la Chine, ce qu'elle veut surtout, c'est préserver et développer le projet qu'ils appellent, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la route et la ceinture et la route, enfin quelque chose comme ça. Qui normalement devrait constituer une nouvelle route de la soie, donc une ceinture de voies de commerce et de coopération économique qui irait de la Chine à travers l'Inde, en passant par le Proche-Orient et jusqu'à l'Europe. Ça, c'est le grand projet stratégique de la Chine. Ce conflit empêche ce projet de se développer et ce qui intéresse la Chine surtout, c'est de ramener le calme et évidemment les livraisons de pétrole. Ça, c'est évident pour l'industrie chinoise, c'est vital, mais surtout continuer à développer ce projet commercial. Donc, ils ne prennent pas position, ils sont pour les pays du Golfe, mais ils ne sont pas contre les Américains, ils ne sont pas contre les Iraniens, ils ne sont pas contre Israël, ils sont pour tout le monde, ils sont surtout pour le retour au calme et le retour aux bonnes relations économiques. Alors justement, vous avez parlé des Chinois avec les Américains. Il y a une réunion en fin de mois entre Donald Trump et le président chinois. Est-ce que c'est pas un moment important pour la géopolitique de la région, notamment en parlant d'énergie? Oui, tout à fait. Maintenant, attendons voir si cette réunion n'est pas reportée à cause de l'évolution de la situation sur le terrain. Mais en elle-même, oui, c'est une réunion extrêmement importante parce qu'il s'agira non seulement de la relation sino-américaine qui est d'une importance stratégique pour le monde entier, mais il s'agira aussi peut-être de chercher des solutions au conflit actuel. La Chine pourrait offrir ses services de médiation puisqu'elle dispose de relations apaisées et plus ou moins amicales avec toutes les parties du conflit. Les intérêts commerciaux chinois, ils ne piétinent aucun intérêt d'autres pays, sauf peut-être un peu les États-Unis quand même. Mais il s'agira de trouver des arrangements. Et aujourd'hui, les deux grandes puissances mondiales, c'est quand même les États-Unis et la Chine. Donc une réunion au sommet entre les dirigeants de ces deux pays devra compter pour beaucoup, pour le monde entier, et surtout en ce moment pour le Proche-Orient. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le Liban et la diplomatie française qui, normalement, devrait jouer un rôle très important dans cette région. On l'a vu lors du dernier cessez-le-feu, le Liban s'était engagé à désarmer le Hezbollah, il ne l'a pas fait, et la preuve, tous les missiles qui arrivent sur Israël, dans le nord d'Israël. Et puis, est-ce que la politique, à un moment donné, on a vu
On a entendu le président Aoun dire peut-être se rapprocher d'Israël et de gérer des problèmes et de reconnaître, en tout cas, et de rejoindre les accords d'Abraham. Et puis là, on n'entend plus rien d'ailleurs. On a l'impression que le Liban redevient le Liban, c'est-à-dire rien, malheureusement, sans aucune structure politique, et que c'est le Hezbollah qui est vraiment en tête de gondole et qui dirige ce pays. Et où en est la diplomatie française dans tout ça, en dehors de dire qu'il ne faut pas que les Israéliens attaquent le Liban, qu'on va rentrer dans une situation humanitaire très grave, etc., de la rhétorique habituelle. Oui, alors les dirigeants libanais ont quand même levé la tête depuis le dernier conflit au Liban, parce que le Hezbollah a été exceptionnellement affaibli par les frappes israéliennes, l'opération des Beepers et d'autres opérations qui ont secoué le Hezbollah, surtout l'élimination du chef charismatique de cette organisation, Hassan Nasrallah. Et les Hezbollah se retrouvent extrêmement affaiblis, ce qui a permis quand même au gouvernement libanais et même aux organisations chiites inféodées jusqu'à présent au Hezbollah et qui maintenant cherchent leur indépendance, comme le mouvement Amal. Ça leur a permis de dire des choses, de tenter de pousser le dos au mur le Hezbollah, mais tous ces mouvements très encourageants proviennent de partis qui ne sont pas suffisamment forts, ils ne sont pas armés. Il n'y a que le Hezbollah qui est armé en Iran, au Liban. C'est pareil. Et même, oui, voilà. Quel lapsus révélateur, voilà. N'est-ce pas? Et même l'armée libanaise, qui est quand même un peu armée quand même, ne se sent pas suffisamment forte pour se mesurer au Hezbollah, qui maintenant joue sa survie. Alors, si le Hezbollah joue sa survie, c'est qu'il est au bord de l'abîme. Et certains mouvements au Liban seraient tentés, on l'espère, de le pousser, de donner le dernier coup de pouce pour le faire basculer. C'est en fait le jeu stratégique d'Israël au Liban, d'affaiblir encore plus le Hezbollah pour que les forces vives libanaises trouvent le courage de se débarrasser une bonne fois pour toutes du Hezbollah en tant que mouvement armé. Après, les chiites, évidemment, auront besoin d'une représentation politique. C'est normal et elle se trouvera au Parlement parmi les autres partis. Mais il faudrait que, et les dirigeants libanais le disent aujourd'hui haut et fort, ce qu'ils n'ont pas osé dire avant, le monopole de la violence, le monopole de l'armée, des armes au Liban devrait revenir uniquement au gouvernement et à l'armée nationale libanaise. Cela se dit, et l'armée libanaise a tenté quelques manœuvres sur le terrain pour affaiblir le Hezbollah, pour tenter de le désarmer. Jusqu'à présent, le Hezbollah n'a pas été suffisamment affaibli, mais je le répète, il est au bord de l'abîme. Et on espère il se trouvera des hommes et des mouvements courageux au Liban pour le pousser au-delà du bord et reprendre l'indépendance et la souveraineté libanaise aux mains du gouvernement légitime. Mais vous n'avez pas parlé de Macron et de la diplomatie française au Liban, qui est quand même un chasse-garde. Qui a-t-il à dire? Mais qui a-t-il à dire? Ah, d'accord, ok, parfait. Alors, c'est réglé. Igal, je voudrais signaler qu'on apprend qu'il y a 11 blessés à Tel Aviv. Il y a des impacts qui sont tombés du côté du périphérique Ayalon, mais à côté du théâtre Abima. Alors, pour prolonger la question de Serge, il y a une visite qui est passée complètement inaperçue. C'est-à-dire que vendredi, après avoir été au Liban, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rencontré son homologue israélien Gideon Sa'ar. Qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre? Pas grand-chose, des déclarations officielles qui sont rédigées dans la langue de bois qui ne surprend personne. La bonne volonté française, oui, des propositions de médiation, mais bon, soyons sérieux. Est-ce que la France ou un autre pays européen
pèse sur le terrain libanais suffisamment pour apporter un changement quelconque dans la situation actuelle. Évidemment, une fois le Liban apaisé, une fois le retour à la paix, ça sera peut-être autre chose, mais justement, on n'en est pas là et on cherche le moyen de revenir à un Liban souverain, débarrassé de cette intrusion néfaste des gardiens de la révolution iranien, débarrassé de cette menace permanente du Hezbollah armé jusqu'aux dents par les Iraniens. Une fois qu'on sera parvenu à cette situation, eh bien, on peut parler de beaucoup de choses. Mais comme l'a écrit un des éditorialistes les plus influents d'Israël, Nahum Barnea, qui écrit dans le Yediot Ahronot, nous n'avons plus besoin d'un accord de paix, nous avons seulement besoin de la sécurité. Tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'on ne nous tire pas dessus, c'est qu'on ne nous tire pas des missiles de l'autre côté de la frontière. Et si nous parvenons à obtenir cela, après, un accord de paix formel, ça serait un bonus. Mais ce n'est pas l'objectif recherché en ce moment. Alors, Igal, on va revenir un petit peu sur, les relations orageuses et frappantes entre l'Iran et les pays du Golfe, mais pour l'anecdote, un petit sourire, c'est qu'on avait appris que l'Iran avait menacé de frapper les bureaux de Al Jazeera, la chaîne de télévision qatari à Doha, et puis finalement elle dit bon ben non, on va pas le faire. Alors d'une part, pour le plaisir, j'ai envie que vous m'expliquiez ce qui a failli se passer par rapport à cette chaîne remarquablement anti-israélienne, et puis il y a donc tous ces tirs depuis le début de la guerre contre les pays du Golfe. Alors pourquoi, et est-ce que vous pensez que objectivement ça ne rapproche pas ces pays du Golfe? Et j'ajoute également donc bien sûr l'Arabie Saoudite, qui dans un premier temps avait dit on ne bouge pas et qui maintenant semble avoir dit à Trump allez-y. Est-ce que tout ça ne les rapproche pas d'Israël? Alors d'abord, Al Jazeera, ne l'oublions pas, ce n'est pas une chaîne comme les autres, c'est simplement l'organe officiel de la famille royale du Qatar. La famille royale qui dirige le Qatar depuis toujours et qui est en fait la propriétaire du Qatar. Et donc cette chaîne est la propriété de la famille princière. Et c'est l'organe officiel de cette famille. Lorsque les relations entre Israël et le Qatar étaient au beau fixe, il fut un temps où Israël avait un bureau de représentation diplomatique à Doha. Cette chaîne était plutôt relativement modérée par rapport à Israël. Et depuis 2009, où les relations ont été rompues, cette chaîne est déchaînée, si j'ose ce jeu de mots, et elle est anti-israélienne et parfois antisémite 100% du temps. Alors, comme c'est l'organe officiel du Qatar et que le Qatar maintenant est un ennemi désigné par l'Iran, si l'Iran veut détruire des objectifs officiels du Qatar, ce ne sont pas seulement des objectifs gaziers ou pétroliers, ce sont aussi des objectifs appartenant à la famille princière, et donc Al Jazeera, qui est parfois considéré comme le joyau de la couronne, puisque c'est la chaîne la plus vue, la plus regardée dans le monde arabe. Donc l'Iran voudrait s'en débarrasser parce que cette chaîne aujourd'hui fait de la propagande anti-iranienne comme elle a fait de la propagande anti-israélienne. Et les Iraniens ne respectent pas trop, on s'en sera douté, la liberté d'expression, ni par rapport aux chaînes domestiques, aux chaînes iraniennes, ni à l'étranger. Voilà l'explication. Maintenant, est-ce que les monarchies du Golfe vont se rapprocher un peu plus d'Israël ? Franchement, je me permets d'en douter. Elles se rapprocheront un peu plus des États-Unis, je le crois, même si les États-Unis ne parviennent pas à les défendre
aujourd'hui des missiles iraniens, ça pourrait les tenter d'adopter une position plus neutre dans le Golfe pour ne pas s'exposer la prochaine fois. Plus neutre, ça veut dire moins hostile à l'Iran qu'on le croit, pour éviter au prochain conflit d'être pris pour cible. C'est aussi une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est de se rapprocher encore plus des États-Unis pour peut-être obtenir des avantages en matière de défense par rapport à l'Iran. Par rapport à Israël, il ne voit pas aujourd'hui l'avantage. N'oublions pas qu'Israël a frappé les bureaux du Hamas au Qatar, ce qui a effrayé le Qatar et les autres pays du Golfe. Donc je crois qu'aujourd'hui, la tentation de ces pays serait plutôt du côté des États-Unis ou alors plutôt du côté de la neutralité absolue. Merci de votre analyse sur le plan géopolitique et diplomatique. Bien entendu, nous essaierons de vous réavoir plus tard dans notre émission pour gérer l'après. J'espère qu'il y aura un après très rapidement. On vous souhaite une belle semaine et de belles fêtes de Pessah. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci, bon Pessah. Toda rabba. Voilà, on va faire une petite pause jingle et puis nous revenons en plateau, peut-être avec notre ami Ilan s'il est là. Il n'est pas là, donc on va mettre le flash. Voilà, nous revenons en plateau. Alors, nous avons quelques difficultés à joindre Ilan Klein, le responsable du Magen David Adon, parce qu'il est sur le terrain. Il y a beaucoup de dégâts en Israël aujourd'hui, et donc il est en pleine opération de sauvetage. Chaim, on voit bien que la situation est compliquée ce week-end. Oui, mais écoutez, si on fait le point, comme je l'indiquais tout à l'heure, malheureusement, le nombre de blessés a augmenté, puisque on annonce à présent 16 blessés à Tel Aviv, donc on en est à 320 blessés en moins de 24 heures. Vous savez que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout d'abord une attaque à Dimona qui a fait une cinquantaine de blessés. Voilà, on a Ilan en ligne. Je pense qu'on va le prendre parce que il va nous raconter des choses en direct. Voilà, bon, allez-y, continuez le temps qu'on s'accroche avec lui. Alors donc je disais qu'il y a eu également... Bonjour. Le voilà. Voilà, Ilan est par là, est avec nous. Bonjour Ilan. Bonjour. Voilà, alors ça c'est la réalité d'Israël aujourd'hui, et notamment depuis ces deux derniers jours entre l'attaque iranienne sur Dimona et Arad, et puis ce matin à Tel Aviv. Alors, Ilan, on va vous laisser parler.
Oui, alors de nouveau, malheureusement, ici sur le centre d'Israël, je suis à Petah Tikva avec un missile qui a touché un bâtiment. Pour le moment, les secouristes du Magen David Adom continuent à chercher après des blessés. Heureusement, ici, ça a l'air comme une scène sans trop de dégâts, mais on pourra dire ça dans quelques minutes dès qu'on est assuré qu'il n'y a plus de blessés. Hier, malheureusement, c'était différent. Hier, sur le sud d'Israël, on avait Arad et à Dimona. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est très bien. On vous entend. Hier, sur le sud d'Israël, à Arad et à Dimona, on avait des missiles de 500 kilos qui sont tombés sur le terrain. On a dû envoyer plusieurs, des dizaines d'ambulances de soins intensifs, des secouristes, des motos médicalisées, et on a déclaré un événement à multi-blessés pour évacuer, dans la totalité, on a évacué 175 blessés des deux scènes, de Arad et de Dimona. Chaim. Oui, alors, Ilan, on a envie tout d'abord de rendre hommage au travail fantastique que fait le Magen David Adom, et puis de vous demander comment ça se passe quand vous apprenez qu'il y a hier Dimona, puis Arad. Comment on s'organise? Combien de temps il vous faut pour arriver sur place? Alors, on a des secouristes partout dans toutes les villes d'Israël. Ça veut dire qu'on arrive sur le terrain en 2-3 minutes, partout sur tout le territoire israélien. Mais bien entendu, dans des événements comme Arad et Dimona, il fallait renforcer. Alors, on a renforcé de toute la région. Des secouristes de Beersheva sont arrivés sur place. Des secouristes du centre d'Israël sont arrivés sur place. Dans la totalité, on envoie plusieurs ambulances de soins intensifs sur le terrain pour pouvoir répondre à des événements comme ceux-là. On peut dire pour hier qu'on avait aussi des blessés graves. Il y avait 11 blessés graves dans la scène à Arad, et les unités mobiles de soins intensifs vont évacuer tous les blessés graves vers l'hôpital de Soroka. Alors, Ilan, on parle d'une attaque iranienne sur Tel Aviv avec un nombre de blessés important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez des renseignements sur l'action du Magen David justement à Tel Aviv ce matin? Oui, alors en parallèle de cette scène, et ça se peut que c'était un missile avec plusieurs bombes. À déflagration. Oui, plusieurs bombes. Alors ici, sur Petah Tikva, on n'a pas de blessés. Une personne a été évacuée vers l'hôpital. Et à Tel Aviv, on a 10 blessés légers qui sont évacués maintenant vers l'hôpital. D'accord, donc 10 blessés légers, si vous nous confirmez cet événement, c'est important parce que on avait des nouvelles un peu alarmantes. Donc si c'est 10 blessés légers déjà hospitalisés, ça, c'est assez intéressant quand même. Il n'y a pas de mort, c'est l'essentiel, en tout cas pour Israël. Chaim. Pour le bilan, il faut dire que ça peut toujours changer parce que des scènes comme celle dernier mois, au début ça a l'air calme, mais il faut bien fouiller pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres blessés. Oui, parce qu'il y a cette possibilité de trouver des gens enfouis sous les décombres, c'est ça? Tout à fait. Alors, Ilan, on vient d'apprendre qu'il y a une alerte maintenant à Eilat. Ça veut dire que finalement, tout le pays est touché, ça peut être n'importe où. Oui, c'est partout dans le pays. Ce matin, malheureusement, le Magen David Adom est arrivé sur une scène dans un kibbutz au nord d'Israël. Et sur cette scène-là, malheureusement, on a trouvé une personne grièvement blessée qu'on a dû déclarer sa mort. Alors, on peut dire que pour nous, le Magen David Adom, c'est du nord au sud. Partout en Israël, on doit intervenir pour sauver des vies. Alors 23 jours de guerre, 23 jours d'action du Magen David Adom sur les différentes scènes et des théâtres des événements. Comment ça s'organise? Est-ce que comment vous êtes? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous avez toujours cette envie? Bien entendu, ça j'en suis sûr. Mais est-ce que vous n'êtes pas, il n'y a pas une espèce de côté un petit peu de fatigue qui s'installe et comment ça s'organise tout ça? Le Magen David Adom fait partie de la résilience israélienne.
Je crois que tant qu'on a ce courage, tant qu'on a cette force, on va pouvoir continuer avec cette guerre parce qu'on a un objectif. Et cet objectif, c'est de sauver des vies. On a un grand... heureusement qu'on a 35 000 bénévoles qui arrivent partout sur le terrain. On peut le voir aussi ici derrière moi. Ils arrivent pour chercher les blessés et pour sauver des vies. Alors, ça fait toujours partie du mystère, et de se dire que le Magen David Adom est composé de volontaires. On se dit, on comprend pas que ce ne soit pas, disons, 35 000 professionnels. Alors, comment ça se passe? Parce que il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont à l'étranger. Comment se met le système, je dirais, d'entraînement et d'alerte? Comment ça se passe? Excuse-moi, Chaim, j'ai pas bien entendu la question. Oui, peut-être vous pouvez me dire parce que je n'entends pas bien. Oui, alors vous m'entendez, Ilan? Allô? Ilan, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Alors, si nous rendons hommage aux 35 000 volontaires, il y a quelque chose qu'on ne comprend toujours pas, qui est comment ça se fait-il que le Magen David Adom n'est pas plus professionnalisé, et comment ça se passe? La formation, l'alerte, enfin, comment ça s'organise tout ça? Alors, on a dans les bénévoles 10 000 premiers intervenants qui sont prêts à partir. Dès qu'il y a une alarme, ils rentrent dans l'abri et au moment qu'on reçoit et qu'on comprend qu'il y a des blessés, ils partent vers le terrain. Quand toute la population est encore dans les abris, les secouristes du Magen David Adom partent sur le terrain et c'est eux qui arrivent en quelques minutes pour trouver les blessés graves et pour sauver des vies. Dans la totalité, on peut dire que ils sont tous prêts à partir. Et c'est vrai, c'est long, 23 jours, c'est beaucoup, mais on espère que cette guerre sera la dernière. Alors on fait le maximum pour renforcer la population israélienne. Il y a une certaine confiance, en tout cas, et votre travail est admirable dans cette affaire. Vous êtes là sur le terrain, vous êtes là partout. Je pense qu'il faut que nous, ici, en diaspora, nous comprenions tout ça et que nous apportions une aide financière, parce que ça, c'est très important, justement parce que votre résilience est, comme vous avez dit, vous faites partie de la résilience de ce peuple d'Israël sous les bombes iraniennes. Tout à fait. Il faut dire que toutes les ambulances, toutes les stations, une grande partie de l'équipement médical sont grâce à vous, grâce à la diaspora, c'est des dons de la diaspora. Et grâce à cette diaspora, on peut continuer à sauver des vies. Et il faut comprendre, peut-être c'est pas dramatique comme on a pu croire au début, mais chaque jour qui passe, qu'on tient le coup, c'est encore un jour de gagner. Et chaque jour qu'on reçoit ce renfort de la diaspora, c'est encore un jour de gagner. Alors, Ilan, il y a aussi la question des hôpitaux. On peut penser que les hôpitaux sont aussi des cibles pour les Iraniens. Donc, il y a tout un système qui permet de mettre au sous-sol les malades. Pardon, Chaim, je ne vous ai pas entendu. Je me demandais comment ça se passe aussi pour les hôpitaux. Est-ce que... Alors, pour les hôpitaux, la majorité des hôpitaux sont sécurisés avec des abris. Et on peut dire que les hôpitaux qui n'ont pas été sécurisés dans le nord, le Magen David Adom a évacué les patients vers des abris. Ça veut dire que c'est des choses qu'on fait préparer à l'avance, on a anticipé. Et grâce aux ambulances de soins intensifs, les bus de soins intensifs qui peuvent évacuer plusieurs personnes, on a pu évacuer les hôpitaux qui ne sont pas sécurisés. Alors justement, les hôpitaux sont en survie aussi en Israël, puisque les hôpitaux ont transféré pratiquement toutes leurs unités en sous-sol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous décrire un peu cette situation ? Alors, les hôpitaux continuent à fonctionner dans le sous-sol. Pas facile pour les patients parce que, après tout, ils n'ont pas la possibilité d'être dans une chambre comme il faut. Ils sont dans des parkings.
Mais pour la situation maintenant, il vaut mieux le sécuriser. Et c'est ce qu'on fait ici en Israël. Chaim, une dernière question et ensuite on va libérer notre ami. Oui, Ilan, encore une fois, moi je voudrais comprendre comment se passe le système d'alerte. On vous appelle. Pardon? Je voudrais comprendre comment vous êtes averti de ce qui se passe. Alors, le Magen David Adom, bien entendu, reçoit des informations. Premièrement, de l'armée, on sait vers où est lancé le missile. Deuxièmement, beaucoup de technologie est investie pour recevoir des indications du terrain. Ça peut être plusieurs possibilités d'indications qu'on reçoit sur le terrain. Et à la fin, ça sera les citoyens qui vont appeler le 101, le Magen David, pour nous donner les informations. Dans notre standard national, on reçoit la globalité des informations, et c'est comme ça qu'on peut déployer les équipes et renforcer le terrain dès que nécessaire. Merci Ilan, merci de votre analyse et de nous d'avoir répondu à notre invitation dans des moments compliqués. Vous êtes en opération en direct sur Radio Kol Aviv sur une attaque iranienne sur Petar Tikva. Merci à vous en tout cas, bon courage. Vous êtes la résilience de l'État d'Israël, vous êtes l'honneur de l'État d'Israël, vous êtes la capacité de gérer et de sauver des vies en Israël. Kol hakavod à vous, kol hakavod à toute l'équipe du Magen David Adom, et en tout cas on vous souhaite de vous reposer rapidement et de retrouver vos familles dans les meilleures conditions. Shavua Tov et Pessar Sameach. Tout à fait, Pessar Sameach, et vous êtes notre soutien, alors grâce à vous on peut faire tout ça. Merci beaucoup. Toda Rabba. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Oui, alors rappelez à nos auditrices et nos auditeurs qu'il faut donner au Magen David Adom, il faut faire des dons au Magen David Adom. On pourra vous apporter ce renseignement dans les prochaines semaines, les prochains jours en tout cas. Ruben se chargera de vous donner les numéros de téléphone et les mails du Magen David Adom, parce que je crois que là, ce morceau que nous venons de vivre en direct d'Israël sous les bombes iranienne, et avec l'action du Magen David Adom, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc je pense que vous avez été sensibilisés si vous ne l'étiez pas auparavant, mais cela m'étonnerait beaucoup. Chaim. Oui, alors écoutez, nous vivons donc la situation en direct. Bon, nous sommes ici, et donc nous avons une pensée pour tout le peuple d'Israël, tous nos frères, notre famille, nos amis, et comme vous l'avez indiqué, Serge, de là où nous nous trouvons, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois comme vous que la mission de sauvetage du Magen David est essentielle, et que la toute petite chose que nous pouvons faire, bien, c'est de contribuer au Magen David Adom, qui ce sont des héros. J'ai envie de vous dire, ce sont des héros. Moi, je ne parlerai pas de résilience, ce sont des héros. De la même façon qu'il y a ces soldats, qu'il y a ces pilotes qui défendent Israël, c'est magnifique. Alors, je voudrais juste évoquer, parce que Ilan l'a dit très rapidement, ce qui s'est passé ce matin au kibbutz Misgav Am. Vous savez, c'est un kibbutz qui est en Galilée, et ce matin, le Hezbollah a tiré des missiles anti-chars, et il y avait un membre du kibbutz qui s'appelle Ofer Moskowitz, qui était dans sa voiture. Et la voiture a commencé à brûler, il n'a pas pu en sortir, et malheureusement, quand le Magen David Adom est arrivé, il n'a pu constater son décès. Voilà, tout à fait. Le drame d'Israël est là, en direct sur Radio Kol Aviv, en direct donc Israël le Mag. Un moment particulier, ce qu'on vient de vivre, et puis aussi Igal Palmore qui nous a expliqué, en tout cas sur le plan de la géopolitique, les possibilités d'action de Donald Trump sur le détroit d'Ormuz, l'action de la Chine qui est amie avec tout le monde et avec personne en fin de compte, et qu'avec lui-même. Poutine qui joue un double jeu de façon très sournois avec l'amélioration des drones que lui ont fournis les Iraniens, et lui, il les a améliorés pour les envoyer sur l'État d'Israël.
un Liban en désordre, avec une diplomatie française qui a du mal à s'imposer et qui ne s'impose pas du tout d'ailleurs, des pays du Golfe qui ne savent plus où ils en sont, s'ils doivent se rapprocher d'Israël, s'ils doivent attaquer l'Iran. Voilà. Quel est votre avis, votre analyse sur ce moment? Oui, mais écoutez, ça me fait penser à ce que vous disiez à la première réaction du président français Emmanuel Macron, qui disait que la France n'avait été ni informée ni consultée. On est désolé pour la France, mais je crois quand même qu'il faut remettre les choses en place. Les choses en place, c'est que Israël avait mené une première opération, et encore une fois, c'est une opération de survie, parce que l'Iran, depuis 1979, a comme but de détruire l'État d'Israël. Donc il y a eu cette première opération qu'on a appelée la guerre des 12 jours, qui dans ce premier temps a été menée par les Israéliens et ensuite les Américains sont arrivés. Et puis cette guerre, Trump ne s'est pas réveillé un petit matin en disant tiens, si on faisait la guerre à l'Iran. Je veux dire que est-ce qu'on mesure tout le travail de coordination depuis des mois, peut-être même des années, entre les Américains et les Israéliens au niveau des renseignements, au niveau du travail de coopération des armées. Vous savez, quand le premier jour, c'était un Shabbat, on apprend que 40 responsables iraniens, dont le guide suprême ont été éliminés, mais on se dit, mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est un travail qu'on ne pourrait pas imaginer. Et je pense qu'il faut rendre hommage à la magnifique coopération qui existe aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Alors justement, cette relation particulière, nos invités nous disaient que, imaginons un instant que Donald Trump décide d'arrêter cette guerre, voilà, parce que pour lui ses objectifs sont atteints. Il a aussi des objectifs politiques à l'intérieur des États-Unis avec les élections de midterm en novembre. Pour lui, c'est quelque chose d'important. Et imaginons que Israël se retrouve tout seul sur la scène avec l'Iran, ça serait quand même compliqué, non? Oui, vous avez tout à fait raison. On l'avait vu, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. C'était Jonathan Keller, qui l'a évoqué. Mais on peut se dire aussi, encore une fois, je pense qu'un président des États-Unis et un Premier ministre israélien, ce ne sont pas des fantaisistes, ce ne sont pas des comiques. Et s'ils ont estimé qu'aujourd'hui, en mars 2026, il fallait attaquer l'Iran, c'était parce que l'Iran avait le doigt sur la gâchette et était prêt non seulement à vouloir poursuivre sa volonté de destruction de l'État d'Israël, mais également s'attaquer à l'Amérique, à l'Europe. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que s'ils ont décidé de le faire maintenant, c'est parce qu'il y avait vraiment un danger immédiat et que Donald Trump est un homme politique. Il sait parfaitement qu'au mois de novembre auront lieu les élections de mi-mandat aux États-Unis, mais en même temps, je pense que c'est un homme responsable. C'est-à-dire que s'il a décidé avec Israël d'attaquer, c'est parce qu'il sentait qu'il y avait un danger immédiat. Merci à tout le monde. Merci à Ruben, à la technique, pour avoir géré la technique. Alors, avec Ruben, on avait l'intention de passer quelques images du Magen David Adom qui nous avait été envoyé. Et finalement, je veux dire que la vidéo, malheureusement, la réalité a dépassé la fiction. Et donc, on était vraiment dans la problématique d'Israël aujourd'hui. Chaim, merci. En tout cas, je sais pas si on va revenir dans 15 jours, on verra. Selon l'actualité, nous avons décidé nous viendrons ou pas en fonction de l'importance de l'actualité. On sera dans les Chol HaMoed, je crois, Pessah. Donc, on n'a pas décidé encore véritablement. En tout cas, nous souhaitons un très bon Pessah, un Pessah Kasher Vesamer, une Shavuot Tov d'abord, et puis aussi que la paix revienne dans ce pays. Et n'oubliez pas de leur dire et de leur répéter que même si nous ne vivons plus en Israël,
Israël. Nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, à ciao. Shabbat Tov.